L'accrétion et la subduction sont les deux zones actives de la Terre. Elles expliquent le phénomène de la dérive des continents. Elles sont orchestrées au niveau des frontières des plaques tectoniques. Leurs mouvements ont permis aux scientifiques de comprendre le manteau roulant de la Terre. Ces zones actives sont des extrémités qui bordent les plaques tectoniques de la Terre. L'une est génitrice, et elle est située entre deux plaques médio-océaniques. Et l'autre est destructrice et elle est située en marge des plateaux continentaux. Les zones d'accrétion sont marquées par cette grande balafre située au fond des océans et qui départage les plaques tectoniques. Cette longue fissure est appelée aussi ride médio-océanique. C'est une bouche béante et pulpeuse qui déverse continuellement du magma. Elle sillonne tout le globe terrestre. C'est par cet endroit-là que la Terre s'encroûte de matériaux basaltiques. C'est par cet endroit que le plancher des océans s'alimente de sédiments venus des profondeurs. Le socle océanique est donc aussi de la croûte terrestre. Il naît, se fabrique et se crée ici. C'est une sorte d'ouverture d'une fente volcanique qui parcourt tout le long de la dorsale océanique. Elle déverse un matériau en perpétuel renouvellement et qui au fil des ans tapisse le fond des océans. Son prolongement en surface se poursuit sur la terre ferme. Il se dit Rift Valley. La chaîne du rift était exposée à l'air libre comme l'Irlande et les Afars qui sont un exemple parfait de l'émergence du rift médio-atlantique. La dépression du triangle des Afars n'est rien d'autre qu'une prolongation à l'air libre de la jonction de la mer Rouge du golfe d'Aden et le rift africain. Elle est cette grande cassure qui sépare le bloc africain du bloc arabique. Elle est située au plus bas niveau de la terre ferme. Les géologues qui étudiaient ces régions de la Terre montrent sans ambiguïté que la dépression des Afars était bien une zone d'expansion des fonds océaniques et c'est au niveau de la vallée centrale de la dorsale océanique que brûleraient donc les feux mystérieux de la création terrestre. La dorsale médio-océanique, située dans les profondeurs de l'océan. Serpentant sur le fond de tous les océans du monde, c'est la caractéristique géologique la plus marquante de la Terre. Selon la théorie de la tectonique des plaques, une ride médio-océanique forme une frontière entre des plaques qui s'écartent. Lors de la séparation des plaques, les roches en fusion dans le ventre de la Terre remontent à travers les fissures pour former un nouveau plancher océanique. C'est ici, dans la vallée centrale de la dorsale médio-océanique, que brûlent les feux de la création. Lorsque deux plaques terrestres s'écartent, le magma provenant du manteau remonte des profondeurs et repousse un peu plus les bords. En général, ce phénomène a lieu au fond des océans, au niveau de ce qu'on appelle les dorsales océaniques. Au contact de l'eau, le magma se refroidit et se solidifie, formant des coussinets appelés pilolavas. Mais parfois, les dorsales émergent, comme en Islande. De véritables rideaux de feu jaillissent alors le long de la fissure et donnent lieu à des éruptions spectaculaires. Une activité intense de séance de créativité dessine le socle des mers par des zébrures qui sont tout à fait originelles et magnétiquement polarisées. Ces zébrures parcourent tout le long des lèvres du plancher océanique. On les retrouve sillonnant l'île de Bouvet jusqu'au cœur même de l'Atlantique. De l'île de Rodriguez jusqu'au golfe d'Aden et enfin la dernière qui borde les marges du Chili jusqu'aux frontières du Mexique. Leur mouvement maintient et équilibre le volume de la Terre. Leur dynamisme explique l'expansion du fond océanique. Il permet à la Terre de ne pas excéder en poids et maintient son volume actuel. Les océanographes et les géologues ne cessent d'explorer les frontières de ces plaques. Allons maintenant au fond de l'océan Atlantique. Ici, deux plaques se rencontrent. Dans cette faille s'infiltre le magma venu de l'intérieur de la Terre. Au contact de l'eau, il refroidit
et se transforment en croûte terrestre toute neuve. Mais comme la Terre ne grandit pas, il faut bien que la croûte ancienne disparaisse quelque part. Allons voir du côté de l'Amérique du Sud. Ici, une plaque terrestre s'enfonce sous une autre plaque plus légère. Les roches qui la composent vont fondre à la chaleur de l'intérieur de la Terre. La matière disparaît. Mais elle réapparaîtra ailleurs, dans les volcans par exemple. Ainsi, il faut imaginer le fond de nos océans comme un gigantesque tapis roulant. Là, de la matière nouvelle apparaît. Ici, elle disparaît dans les profondeurs de la Terre. Xavier Le Pichon, professeur au Collège de France, avance dans une revue scientifique, Science et Vie, que la grande difficulté pour les géologues et océanographes serait de comprendre comment disparaît le fond océanique, car il est plus difficile de comprendre la disparition que la création. Il semble qu'un mécanisme encore inconnu lubrifie les failles. Ce phénomène de glissement est encore à rechercher. L'étude du mécanisme d'absorption de la croûte terrestre devrait nous laisser entrevoir comment les masses rocheuses froides sont-elles plus rapides que celles des masses chaudes. La tomographie sismique permet de voir les remontées du magma qui sont à l'origine des points chauds. En effet, la tomographie actuelle vient de montrer que l'enfoncement de la lithosphère océanique est un phénomène majeur de la dynamique du manteau. On peut se demander ce qu'elle apporte sur le mécanisme de la collision lorsque deux plaques continentales s'affrontent et forment des chaînes de montagnes. Les zones de subduction sont des bordures, des sortes d'avaloirs qui engloutissent la Terre, là que le plancher de la croûte océanique régresse et diminue. Les matériaux retournent dans les entrailles de la Terre. Ils y replongent aux abords de la croûte continentale. Les zones de subduction se font distinguer par des cicatrices, par des sortes de balafres situées en profondeur des mers. Elles sont dans les fosses océaniques et qui parfois parcourent plus de 10 km en dessous des mers. C'est dans les grandes fosses océaniques que disparaissent chaque année 3,5 cm de carapace solide. Les fosses de Tonga, les fosses du Porto Rico et les fosses du Japon. De moult questions se lèvent et ne cessent de continuer à soulever des hypothèses pour les scientifiques. Les ingénieurs ne cessent d'inventer des instruments appropriés. Les bateaux d'expédition scientifique sont devenus de véritables laboratoires. Les équipements sophistiqués permettent de nos jours de pratiquer des méthodes de sondage très perfectionnées. Ils parviennent à élaborer des images en temps réel sur les écrans. L'altimétrie a permis de mesurer les pentes des océans, repérer les vallées et les collines qui ont formé les paysages du globe de la Terre. La surface étant ramenée à l'altitude zéro, dont les déformations correspondent à des structures géophysiques. Une bosse peut par exemple expliquer la présence d'un mont sous-marin. Plusieurs montagnes, des zones de subduction, des zones de fracture ont été repérées par des satellites. L'intrusion satellitaire a bouleversé l'océanographie classique et grâce à ces nouvelles méthodes de mesure et de détection tomographique, la vue globale du fond des océans était devenue plus perceptible à l'œil nu. Le satellite offre d'autres avantages, c'est qu'il est rapide et tourne autour de la Terre 1500 fois plus vite qu'un navire. Quelle que soit la moisson qu'un bateau, de ce qu'il pourrait recueillir. Il ne pouvait donner une image de vue d'ensemble. Son champ d'étude ne pouvait se tenir qu'à des études fragmentaires. Les océanographes en prenant le large, c'est avec des coûts répétitifs de voyage qu'ils parvenaient à développer une hypothèse des vues d'ensemble. Un navire d'exploration scientifique aussi sophistiqué soit-il et équipé de son meilleur submersible ne pouvait faire que des mesures locales. Les observations faites à l'aide de navires sont difficiles, rares et très circonscrites. Chaque expédition sous-marine venait en complément d'une autre et enrichissait notre savoir. Chaque homme explorateur était parfois doublé d'une activité savante et cinématographique. Il plongeait dans les eaux profondes pour nous offrir non seulement des paysages féeriques et merveilleux, mais également il apportait des éléments de réponse aux moult questionnements des chercheurs. On voyait des hommes piloter leur submersible comme une équipe ingénieuse, où chacun d'eux accomplissait à bon escient sa mission. Ils étaient soudés par un équipement truffé de câbles et d'instruments de communication, et derrière leur hublot ils exploraient l'univers qui entoure une dorsale océanique. Ils rendaient la vue des profondeurs perceptible à nos yeux et du même, ils rendaient utile la géologie cachée des océans. Des ingénieurs ont inventé des robots plongeurs pour ne pas trop risquer la vie des hommes dans les régions abyssales et hadales. Les découvertes progressives que chaque homme a contribué sont pour rendre toute cette agitation abyssale utile à la théorie de la dérive des continents. Une passion aussi forte animait ces hommes pour étudier la vie secrète des provinces des profondeurs des eaux. On les voyait mesurer, prélever des échantillons et carotter des sédiments pour comprendre les mystères de la vie marine et leur géologie correspondante.
On les voyait sonder la vie qui enrégimentait les obscurités des profondeurs. Là, où il n'y a ni lumière ni de saison et cependant un froid glacial avec son silence de mort recouvrait les parages de ces pressions nocturnes. Des hommes nantis de lanternes sophistiquées étaient capables d'éclairer les formes d'un récif qui grouille de vie, avec des mollusques et des crustacés qui vivent dans ces milieux de pression nocturne. C'est au cœur de ce monde étrange qu'on trouve les bactéries capables de vivre dans des eaux brûlantes et se nourrissant de substances toxiques. C'est en effet dans ces ténèbres qu'elles produisent des molécules riches en carbone, jouant le rôle de la lumière solaire à la surface de notre planète. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'une source chaude vit pendant quelques centaines d'années avant de mourir. Comment ces êtres vivants résistent à des températures glaciales pour trouver un endroit où vivre reste un mystère. Les questions que soulèvent ces communautés sont un défi pour nos idées fondamentales sur les limites et l'évolution de la vie. Toute cette dépense énergétique et d'efforts déployés pour acquérir du savoir et comprendre au mieux le monde qui régit les fonds marins était non seulement intéressant mais permettait aux humains sur Terre de comprendre leur monde dans lequel ils vivent. Ces investigations scientifiques enrichissaient notre savoir. Les résultats escomptés par les recherches marines ont permis aux exégèses du Coran de comprendre les versets coraniques, qui est trait au domaine scientifique qui relève des plaques tectoniques. Les résultats escomptés par la recherche scientifique ont été d'une aide considérable pour les exégèses théocentriques. Ils ont rendu les textes sacrés lisibles et intelligibles. L'exégèse devrait s'imprégner du savoir scientifique et renouveler les commentaires inappropriés. Il faut ajuster les commentaires qui ont trait au domaine de la science avec les résultats exacts de la science. L'érudit devrait délabrer les fioritures textuelles inadéquates et permettre aux profanes de mieux comprendre le Coran. Mais voilà que celui qui entreprend un tel travail se heurte à une double opposition de la part des individus qu'ils soient croyants ou pas. Le croyant traditionnel s'opposerait pour faute de conformisme et de fidélité avec les commentaires des anciens. Quant aux non-croyants, ils s'opposeraient par déni et ne point permettre aux religieux d'associer les eureka scientifiques aux textes religieux. Ils accusent les tenants de cette méthodologie de concordiste, entendant par là le vol du savoir laïque. Ils oublient que la science et la religion c'est de chercher la vérité comme dit le Coran, suivez le chemin qui quête pour la vérité, jusqu'à ce que la vérité éclate en plein jour. Préalablement la quête de la vérité devrait être une constante et intime tout responsable de dire la vérité et de s'éloigner du mensonge. Le lectorat religieux, celui qui particulièrement suit les passages du texte coranique entrevoit des évidences entre ce que l'Omniscient révèle dans son livre sacré et ce que la science moderne avance aujourd'hui comme argument. Ces points de vue concomitants auraient mérité d'être au cœur d'un débat qui aurait soit opposé, soit conforté les arguties des protagonistes. Cependant nous n'assistons jamais à ce genre de débat. Les protagonistes capables de relancer le dialogue entre science et religion ne sont jamais conviés au débat polémique entre Orient et Occident. La science occidentale se cantonne soit dans le giron de l'européocentrisme soit dans celui de l'anglo-saxonne. Cette localité scientifique se nourrit de connaissances qui n'est jamais attribuée à un quelconque ascendant. Mais ajournons pour l'instant ces interrogations et revenons à au thème récurrent de l'accrétion et la subduction du sol océanique. Et jetons un regard sur les thèmes coraniques qui ont trait à la géologie des socles de la Terre. À la sourate intitulée « Le tonnerre l'omniscient dit après avoir loué le nom d'Allah, le tout miséricordieux très miséricordieux. N'avez-vous point observé comment nous alimentons la Terre et par quel endroit nous la régressions ? Et dans la seconde sourate intitulée « Les prophètes, l'omniscient rappelle et dit après avoir loué le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. N'avez-vous guère observé l'endroit par lequel nous alimentons la terre et par quel endroit nous la diminuons ?